Une vieille maîtresse, un roman de Barbé d'Aurevilly, un extrait lu par Véronique Villiers. Mademoiselle de Polastron avait en toute sa personne quelque chose d'entrouvert et de caché, d'enroulé, de mi-clos, dont l'effet était irrésistible et qui la faisait ressembler à une de ces créations de l'imagination indienne, à une de ces belles jeunes filles qui sortent du calice d'une fleur sans qu'on sache bien où la fleur finit, où la femme commence. Le contour visible plongé dans l'infini du rêve. Accumulation de mystères, c'était par le mystère qu'elle prenait le cœur et la pensée. Espèce de sphinx sans raillerie, à force de beauté pure, de calme, de pudique attitude, et à qui la passion, en lui fendant sa muette poitrine, arracherait un jour son secret. Un peu de l'énigme s'était déjà révélé. On savait l'amour d'Ermengarde pour M. de Marigny, mais on ne savait pas l'âme d'Ermengarde. Nul n'en connaissait l'étendue, ni sa grand-mère qui avait approuvé son amour, ni madame d'Artel qui en redoutait la violence, ni Marigny lui-même qui en savourait les félicités et qui passait une partie de ses jours les regards suspendus aux yeux bleus de roi d'Ermengarde, comme Charlemagne l'a vu attaché sur son lac de Constance, amoureux de l'abîme caché. Comment si jeune avait-elle aimé Marigny? Prématurée en tout, fleur et fruit en même temps, elle était allée de bonne heure dans le monde, conduite par la marquise de Flers. Les jeunes gens qu'elle y vit passèrent sous ses yeux et ne les fixèrent pas. Au milieu de ces hommes sans beauté vraie et sans élégance qui forment le fond commun des salons, la personnalité fortement accusée de M. de Marigny devait nécessairement la frapper et la captiver. Et d'ailleurs, elle l'aimait même avant de l'avoir vu. Tant il y a des affections qui ont toutes les caractères de la destinée. Par un hasard de circonstances assez peu remarquable en soi, elle ne le rencontra que tard chez les personnes où elle allait. Elle avait vécu, pour ainsi dire, dans l'air contagieux d'une réputation qui fera toujours sur les jeunes filles l'effet enivrant du mancelinier. Monsieur de Marigny, contre qui l'effrayée madame d'Artel avait lancé des choses si vives, était le scandale vivant du faubourg Saint-Germain. Comment ne l'eût-il pas été? Il possédait la puissance de l'esprit contre laquelle on se révolte derrière le dos de ceux qui l'ont. Il n'avait pas de position, on ignorait sa fortune, c'est deux seules distinctions qu'on respecte. Tout en lui reconnaissant d'ailleurs une amabilité de premier ordre quand il voulait causer. On maudissait ses vices si toutefois une société aussi énervée que celle de Paris peut maudire. Jamais personne n'avait été l'objet de plus de commérages que M. de Marigny. Les mères avaient beau prendre les airs pincés quand on en parlait devant mesdemoiselles leurs filles, elles avaient beau s'ingénier à mettre des guimpes les plus montantes aux expressions dont elles servaient quand la conversation roulait sur M. de Marigny, bien d'étranges idées s'étaient réveillées dans la tête d'Ermengarde. Cette fière Diane, calme en apparence mais agitée au fond sans savoir pourquoi, lorsqu'elle avait recueilli d'une oreille curieuse et discrète quelques bruits épars de tous ces apartés étouffés à demi sous les éventails. Ah, occuper de soi, en bien ou en mal, c'est déjà une force, et les femmes
aime la force, comme tout ce qu'on n'a pas et ce qu'on désire d'un désir vain. Mais si on ajoute à cela de grands torts de conduite, comme on disait de M. de Marigny, le dérèglement de la vie, l'épouvante des âmes timorées, on s'expliquera très bien la disposition ou ce qu'elle avait entendu, jeta Ermengarde. Loi formidable et éternelle, que toutes les poésies du cœur la fassent incliner à sa chute. Il y avait alors dans la société de Paris une jeune mariée que M. de Marigny avait compromise. C'était cette comtesse de Mindoz à laquelle, on l'a vu, la vieille marquise avait décoché une allusion si directe. Passionnée et faible, élevée en Italie où la société n'apprend pas, comme en France, à se défier des mouvements les plus généreux de son cœur, Madame de Mindoz avait aimé M. de Marigny avec une bonne foi qu'il avait perdue. En quelques instants, la passion fit une horrible razzia de tous les dons qui ornaient sa vie. Elle n'était plus belle, et elle avait été divine. Les femmes du faubourg Saint-Germain, qui savent glisser dans l'éloge le plus caressant de ces subtils poisons d'ironie, auprès desquels les poisons de l'Italie des Borgia, qui enfermaient la mort dans les plis d'un gant parfumé, auraient été de grossière composition, l'appelaient sérieusement la diva. On pensait d'elle à cette époque ce que Louise de Lorraine, princesse de Conti, disait d'une des trois grandes maîtresses de Henri IV, la duchesse de Beaufort. Celle qui ne voulait pas l'aimer ne pouvait la haïr. Avant que l'amour ne l'eût saisie dans sa griffe de flamme, elle avait été le type d'un de ces genres de beauté évidemment prédestinés au malheur, en raison même de la sublime délicatesse de leur essence et de leur forme. Cette délicatesse exceptionnelle, qui n'est pas la beauté, car la beauté a la force d'une harmonie, et au contraire, cette délicatesse exquise, incomparable, vient peut-être d'un trouble, d'un élément céleste de trop dans la composition de l'être humain. S'élevait en Madame de Mindoz jusqu'au phénomène. Elle ravissait le regard comme un miracle accompli, et elle l'effrayait comme une catastrophe qui menace. Pour l'observateur philosophe, il était certain que le premier malheur de la vie déchirerait cette organisation ténue et diaphane, comme le cuivre auquel on l'accroche en passant déchire une dentelle. En effet, les plus transparentes ladies que l'Angleterre présente à l'admiration du monde, comme les plus purs échantillons d'une aristocratie bien conservée, n'eussent pas approché de cette femme, chez qui les lignes et les couleurs avaient une légèreté, un fondu, un flottant de lueur qu'on ne saurait rendre que par un mot intraduisible, le mot anglais ethereal. Quand on suivait, comme un fil de la Vierge dans l'air rose du matin, l'espèce de nitescence qui courait au fil de ses cheveux d'ambre, pâle jusqu'à la nacre de ses épaules, on aurait cru à une fantaisie de Raphaël, tracée avec quelques merveilleux fusains d'argent sur du papier de soie couleur de chair. Ses yeux, elle était un peu myope, étaient de ce tendre bleu de la turquoise qui n'a pas de rayons et qui semble dormir, et ils avaient l'expression singulière et vague de ces sortes d'yeux qui n'étreignent pas le contour des choses. Ils paraissent mat de rêverie. Ainsi, Dieu ne l'avait faite qu'avec des nuances. Mélange unique de clarté sans fulgurance et d'ombre lactée, elle berçait le regard en l'attirant, et très certainement elle eût produit l'engourdissement magnétique des choses vues
en rêve, sans l'ardeur sanguine de ses lèvres, qui réveillaient tout à coup le regard, énervé par tant de mollesse, et montrait, par une forte brusquerie de contraste, que le cœur de feu de la femme brûlait dans le corps vaporeusement opalisé du séraphin. Madame de Mendoz avait la lèvre roulée que la maison de Bourgogne apporta en dot, comme une grappe de rubis à la maison d'Autriche. Issue d'une antique famille du Beaujolais dans laquelle un des nombreux bâtards de Philippe le Bon était entré, on reconnaissait au liquide cinabre de sa bouche les ramifications lointaines de ce sang flamand qui moula pour la volupté la lèvre impérieuse de la lymphatique race allemande et qui depuis coula sur la palette de Rubens. Ce bouillonnement d'un sang qui arrosait si mystérieusement ce corps flave et qui trahissait tout à coup sa rutilance sous le tissu pénétré des lèvres, ce trait héréditaire et dépaysé dans ce suave et calme visage, était le sceau de pourpre d'une destinée. Il disait bien que cette femme frêle, à qui les poètes eussent attaché par la pensée sur le front de mystiques bijoux comme le béryl ou la cyanée, et aux épaules la tunique d'hyacinthe, appartenait dans son corps autant que dans son âme au double amour qui n'en est qu'un seul. Un tel signe n'avait pas menti. La passion de madame de Mendoz pour monsieur de Marigny, et dont cette italienne manquée n'avait pas su faire une relation de plus d'un an, eut toute l'insouciance d'un malheur suprême après avoir eu toutes les imprudences d'une félicité sans bornes. La comtesse s'était doublement affichée. On la recevait toujours à cause du rang qu'elle tenait par sa famille en France et par celle de son mari en Espagne, mais l'opinion ne lui marchandait pas les cruautés. Elle les brava comme une plus fière, non par hauteur de courage, mais par entraînement aveugle et fatal. Parce qu'elle ne pouvait rencontrer son ancien amant que dans ce monde, qui la flétrissait tout en restant polie pour elle. Elle y allait donc, poussée par l'espérance. Attelée au joug d'une idée fixe, elle y traînait un cœur désolé, une santé dévastée. Rien ne l'arrêtait. Ni la fièvre, ni la toux convulsive d'une poitrine atteinte de consomption. Elle avait bien toujours le courage de sa toilette, et brisée, mourante, anéantie, elle venait la première, et s'en allait la dernière, partout, l'attendant, voulant le voir encore, même de loin, et dut-elle expirer en rentrant du souvenir des jours passés. Âme acharnée, qui n'arrachait pas le trait, mais l'enfonçait chaque jour davantage. Ermengarde savait, confusément, il est vrai, l'histoire de madame de Mendoz, mais assez pour surprendre toutes sortes de rêveries à cette femme qui aimait sa faute jusque dans son supplice, à ce front d'élo tombé qui n'eût pas voulu se relever, à ce maigre et pâle visage fondu au feu d'un mal intérieur, où il n'y avait plus que deux grands yeux flétris, cernés, dévorés, sanglants, d'insomnie et de pleurs. Malgré la réserve d'une éducation vraiment patricienne, mademoiselle de Polastron ne pouvait s'empêcher de regarder madame de Mendoz avec étonnement, avec épouvante, avec jalousie, avec pitié. C'était dans ce sein jeune et pur une confusion de tous les sentiments qui s'ignorent. Pour elle, la comtesse était une curiosité funeste. Elle contemplait trop Marigny à travers cette femme qu'il tuait. Chaque fois qu'elle la rencontrait, elle épiait avec un intérêt aussi dissimulé que s'il avait été coupable le progrès du mal qui la minait. Mettait le sentiment partout où il y avait la maladie. Elle ne se doutait pas qu'elle aimait déjà,
qu'elle caressait déjà les ailes d'épervier de la terrible chimère. Quand donc le verrait-elle aussi, cet homme qui tuait si bien les femmes? Elle n'avait pas peur de lui, mais elle éprouvait cette émotion chère aux intrépides qui inspirait les paroles de César, allant se faire tuer au Capitole, au moment où sa femme cherche à le retenir. César et le danger sont deux lions mis bas le même jour. Mais César est l'aîné, et César sortira. Ces troubles d'une âme romanesque durèrent tout le temps qu'il fallut pour que, s'il n'était pas complètement vulgaire, Marigny dût être un dieu pour elle, au premier coup d'œil. Aussi le fut-il. Un soir, chez la duchesse de Valbreuse, il y avait beaucoup de monde et l'on dansait. La musique, le mouvement du bal, les conversations couvraient la voix des domestiques qui annonçaient. La soirée était très avancée. Ermengarde, après plusieurs valses, s'était rassise près de sa grand-mère, et comme d'ordinaire, elle observait son drame vivant, Madame de Mendoze, plus souffrante que jamais, affaissée sur un divan et dont l'œil rougi, fatigué d'attendre, avait l'hébétement d'une rêverie folle. Tout à coup, elle la vit devenir plus pâle encore, et ses yeux lourds s'agrandirent et projetaient des rayons comme deux soleils. Un mouvement insensé, qui n'était pas un sourire, agita ses lèvres flétries qu'un jet de sang, envoyé par le cœur sans doute, colora. « Voyez-vous, dit une voix derrière Ermengarde, cette pauvre Madame de Mendoze, et l'effet que produit sur elle l'arrivée de M. de Marigny. » La jeune fille n'en entendit pas davantage. Elle ne vit plus Madame de Mendoze. Elle vit Marigny, debout, contre la portière de velours pourpre qui retombait en plis nombreux derrière sa tête et sur laquelle il se détachait avec une sombre honnêteté. Il était tout en noir. Elle ne l'analysa pas. Elle ne le jugea pas. Sa première pensée fut le Lara de Lord Byron, la seconde, qu'elle l'aimait. Alors, involontairement, et par un mouvement de rivale heureuse, puisqu'il ne l'aimait plus, elle se reprit à regarder Madame de Mendoze. L'émotion n'avait pas lâché la malheureuse comtesse. D'inépuisables éclairs jaillissaient de son regard incendié. Mais les lèvres payaient cher la vie qui leur était revenue. Elles en déposaient le secret dans le mouchoir dont elles rougissaient les dentelles. C'est beau malgré tout qu'une passion pareille, dit près d'Ermengarde la même voix qui avait parlé. Elle est mourante, cette petite femme-là. Tenez, voilà que le sang l'étouffe. Regardez son mouchoir, Thaddée. Ah, bah, elle n'y prend seulement pas garde. Et tout le temps que Marigny sera là, elle n'est pas femme à s'évanouir. Cette scène rapide, d'un tragique simple, comme nos mœurs, auxquelles les convenances dessinent un cadre si étroit, donna à la belle Ermengarde le frisson d'une émotion inexprimable. La marquise de Flers, qui le vit passer sur ses épaules, la gloire et l'orgueil de la vieillesse maternelle, craignit que sa petite fille n'eût froid et lui jeta, en souriant, l'écharpe oubliée au dos du fauteuil. Quant à M. de Marigny, c'était à son tour de regarder. Parmi tous ces fronts chargés de diadèmes ou de fleurs, il avait aperçu le front nu et pur d'Ermengarde. Ses cheveux blonds relevés droits sous le peigne découvraient des tempes divines de transparence et de fraîcheur. Marigny, malgré l'expérience de sa vie et les musées de sa mémoire, n'avait rien vu d'aussi saintement beau que mademoiselle de Polastron.
Une pulsation de 18 ans rajeunit son cœur blasé. Il s'avança vers elle, et tournant le dos à madame de Mendoz, il vint saluer madame de Flers pour voir de plus près cette idéale jeune fille. Attirante, invincible et belle comme une illusion. « C'est mademoiselle de Polastron ?» dit-il en s'inclinant devant Ermengarde, mais il n'ajouta rien de plus. Lui qui savait si bien parler le langage de la flatterie, lui, disait-on, le plus éloquent des corrupteurs, il ne risqua pas, avec madame de Flers, un seul de ces éloges que la beauté d'Ermengarde arrachait également aux hommes et aux femmes. Un respect qu'il n'avait jamais senti en présence d'une créature humaine lui inspira de se taire. Sa parole lui semblait trop prostituée pour qu'il osât s'en servir. Peut-être aussi craignait-il de se trahir, car depuis 5 minutes, il aimait, et pour la première fois, sensation étrange et maudite, il tremblait de ne pas être aimé. Mais quelques jours après cette soirée, il avait repris, une par une, toutes les sécurités de son infernal orgueil. Il était allé chez la marquise, et l'âme naturelle d'Ermengarde s'était ouverte comme un livre, sur toutes les pages duquel il put lire son nom. Certain d'être aimé, et assez pris pour vouloir le bonheur suprême au prix des liens qu'il avait jusque-là redoutés, il s'efforça de plaire à la marquise. Avec Ermengarde, il n'avait besoin d'aucune séduction, d'aucune coquetterie. Elle était soumise à ce magnétisme de l'amour, si absurde et si divin, car bien souvent, rien dans la personne qu'il exerce ne le justifie. Un homme de cet esprit, de ce jet de conversation si tari maintenant en France, de cet éclat de manière qui lui rappelait à la douairière de Flers les plus beaux jeunes gens de sa jeunesse, dut l'émerveiller et l'entraîner. Elle raffola bientôt de Marigny.